Bonjour, bienvenue sur Terraspot. Aujourd'hui, on se retrouve à Martigny avec Romaine Bovier qui fait des cours de yoga. Et voilà, on va prendre ce temps maintenant pour parler un petit peu de ce qu'elle fait et de pourquoi elle est arrivée à ça. Voilà. Donc, Romaine, bonjour. Bonjour Pascal, merci pour l'invitation. Donc alors voilà, comment il s'appelle ce yoga que tu fais déjà premièrement? Donc en fait c'est un yoga qui s'appelle en tibétain Lujong, donc qui vient de la tradition de la culture tibétaine. Si on veut, Lu, ça veut dire le corps, et Jong, c'est l'entraînement. Donc on est vraiment dans un entraînement du corps. Dans un... Ouais. Donc du corps dans toute sa globalité, vraiment. Dans toute sa globalité, ouais. Ça c'est la base, si on veut. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Que le Lujong, c'est une tradition qui est très 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 ancienne au Tibet, hein, qui a plus de 8000 ans, je pense. C'est une tradition qui a été transmise de maître à élève. C'est-à-dire que si, comme tu as pu pratiquer ce matin avec nous, hein, si on peut pratiquer ça aujourd'hui, ici, ben c'est parce qu'il y a eu cette transmission de maître à élève qui a été ininterrompue en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça traverse, si on veut, une grande lignée. Donc c'est une énergie qui ne s'est jamais interrompue jusqu'à aujourd'hui. Le Lujong, il est transmis en Occident en ce moment par Tulku Lobsang, qui est un des grands lamas aujourd'hui, qui est médecin, astrologue, donc qui a cette connaissance du corps dans sa globalité. Et donc toi, tu as suivi des cours directement avec lui? Donc exactement, donc c'est encore une tradition aujourd'hui qui se transmet de maître à élève. Donc si je peux enseigner aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une transmission du maître à l'élève. Voilà. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à rencontrer ce yoga-là? Comment ça se fait que tu pratiques ce yoga plutôt qu'un autre? Est-ce que tu en as essayé d'autres? Est-ce que d'un coup, celui-là, il t'a paru fabuleux? Okay. Comment je suis arrivée à tout ça? C'est forcément la vie qui pousse, qui nous met dans une espèce d'histoire, de chemin. À un moment donné, dans ma vie, donc j'ai pratiqué beaucoup le mouvement. Hein. Quand j'étais petite, j'ai travaillé où j'ai pratiqué le sport de compétition qui était la gymnastique rythmique sportive, très intensif dans les salles de gym. Ensuite, j'ai fait un peu de danse contemporaine. Et puis ensuite, il y a eu ce cursus à l'école cantonale d'art du Valais où j'ai travaillé la performance. Donc il y avait toujours ce lien avec le corps, le mouvement. Et puis par la suite... Et comme la tradition, ça s'est jamais interrompu. Il y a eu vraiment cette quête. Parce que je me rendais compte, en fait, que quand, par exemple, je rentrais d'un cours de danse, il y avait une énergie qui était nouvelle à l'intérieur de moi, il y avait un bien-être. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Qu'est-ce qui génère ce bien-être? Et donc ça, c'était pas forcément... vous n'avez pas de connaissances par rapport à ce bien-être, par rapport à cet aspect plus subtil du mouvement, pendant que tu faisais la danse? Ou déjà, vous parliez de ces choses-là? Écoute, oui et non. Oui et non. Ça veut dire que moi, j'étais relativement jeune. Bien sûr qu'il y avait autour de moi, par exemple, mes parents qui me parlaient très très fort de la pensée positive, des choses comme ça. Mais au niveau plus subtil, en fait, c'était un peu flou. Ouais. J'ai non plus jamais directement cherché, en fait. À ce moment-là, c'était plus expérimenté, finalement. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un stage, d'ailleurs, au-dessus de Martigny. C'était à Chemin, avec une femme qui venait de Bruxelles. On faisait un stage de danse pendant plusieurs jours. Un matin, elle nous a dit, rendez-vous à 5 heures dans la neige, on va pratiquer. Moi, j'étais très intéressée, très curieuse aussi. Il faisait froid, la nuit, elle partait gentiment. Et puis, elle nous a fait pratiquer des espèces de mouvements comme ça, qui, selon elle, généraient une certaine chaleur à l'intérieur. Et puis, voilà. Donc, je les ai pratiqués. Elle a expliqué d'où ils venaient, mais pour moi, c'était... J'ai absolument rien compris, en fait.
C'était vraiment un nouveau monde. J'avais pas de référence, de lien, donc j'ai pas enregistré, si tu veux. Et puis, peut-être 3 ou 4 mois après ce stage de danse, ces mouvements, ils avaient laissé comme une empreinte à l'intérieur de mon corps. Et puis, cette empreinte, elle devenait de plus en plus présente. Et j'ai eu un besoin de savoir, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a pratiqué? D'où ça venait? J'ai pris contact avec elle, elle m'a donné des liens. Elle m'a expliqué que c'était un lama qui venait de Los Angeles, qui pratiquait des sortes de mouvements, donc reliés bien sûr au bouddhisme, pour générer de la chaleur. Bon, j'étais un peu triste en fait en recevant cet email parce que je me suis dit, Los Angeles, pour moi dans cette vie, c'est pas possible. Bon, lama quand même. Ouais, mais je me suis dit non, ça va pas le faire quoi. D'aller là-bas. Ouais, c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Physiquement, c'est trop loin. Et puis, j'ai pas l'argent pour aller là-bas. Bon, à ce moment-là, j'habitais Zurich. Alors je me suis dit, ok, bouddhisme, Tibet, lama, il doit avoir des lamas tibétains peut-être dans la région. C'est comme ça que j'ai fait des recherches et très vite je suis arrivée en fait en contact avec le monastère de Rikon à Winterthur, dans le Teustal. C'était un des premiers monastères qui a été construit en Occident sous le vœu du Dalai Lama. Et là-bas ils pratiquent le yoga aussi alors? Ou pas forcément? Bien sûr, c'est un monastère où il y a 8-10 moines qui vivent là, qui pratiquent, qui enseignent. Qui enseignent aussi. Aussi, ouais. La méditation, la psychologie. Ouais. Et un de ces lamas, donc, qui n'est plus lama aujourd'hui, mais qui est un lama, Loten Dahortsang, ça a été une des personnes de contact en fait. Je lui ai écrit un email en disant: est-ce que ce serait possible de pratiquer ces exercices, ces mouvements? J'aimerais apprendre. Et c'est là qu'il me donne des dates, où il est à Zurich, pour donner des enseignements. Et c'est là que je le rencontre. Et c'est là, en fait, ça a été vraiment un moment charnière dans ma vie, parce que ça a été le début, en fait, d'une magnifique aventure, cette rencontre. Ouais. Donc c'est ce même yoga que tu enseignes aujourd'hui? Exactement. Donc, à travers lui, en fait, je me suis, à quelque part, à nouveau assise sur le sol dans cette position, recommencer à ressentir le corps, entrer dans des exercices de méditation vraiment profonds, de comprendre qu'est-ce que c'est finalement la méditation. J'en avais plein d'idées, mais là, c'était vraiment un apprentissage très profond, en fait. Ouais. Parce que, bon, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à cet atelier tout à l'heure. J'ai jamais tellement fait de yoga dans ma vie, d'autres exercices, mais pas ça. Et effectivement, mon chemin m'a amené plus à des enseignements plus dans cet aspect énergétique de la méditation. Et là, vraiment, j'ai eu la chance de découvrir à travers cette heure de cours que ça inclut vraiment toute cette connaissance du corps physique, mais autant aussi tout cet aspect énergétique. Enfin, ça part du physique pour aller ressentir les choses qui sont plus subtiles après. Exactement. Et c'est comme, des fois, je me rends compte qu'on a l'impression que pour ressentir les choses subtiles, il faut arrêter de respirer, il faut rester tout calme pour enfin ressentir. Et puis là, c'est comme l'inverse, en fait. C'est, vas-y, explose la machine physique, puis là, tu vas sentir, peut-être ça va amplifier tout ça. Comment tu en parles? Ouais, là tu touches vraiment un point sensible de cette tradition. Ce que je peux t'expliquer, c'est que le Lujong, il vient du Tantrayana. Et le Tantrayana, dans le bouddhisme, c'est vraiment cette pratique avec les énergies subtiles. Hein. Et le Tantrayana, il voit le corps comme étant le véhicule. C'est-à-dire que ce véhicule, qui est notre corps, il va pouvoir nous amener petit à petit à une transformation. À quelque part, dans le but ultime, ce serait l'éveil. Nous amener vers l'éveil, vers cette clarté lumineuse à l'intérieur. Donc en fait, on utilise le corps pour travailler sur l'esprit. Parce que dans d'autres traditions, comme le Mahayana ou le Theravada, on va travailler différemment. On va peut-être plus travailler avec l'esprit. Ça veut dire que, imaginons-nous, pour que ce soit très concret, imaginons-nous qu'on demande à l'esprit d'arrêter de penser pendant 2 minutes. C'est difficile.
Il n'obéit pas. Non, il n'obéit pas. Tu demandes à ton corps de courir pendant 20 minutes. Il n'obéit pas toujours. Mais c'est déjà plus simple. Plus faisable. On va pouvoir commencer à se mettre en mouvement, sentir la respiration. Au début, ce sera peut-être pas possible 20 minutes, mais petit à petit, on peut améliorer. Ok, par là, on comprend que s'il y a quelque chose qui se transforme au niveau du corps, alors automatiquement, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de l'esprit, de la conscience. Et vice-versa. C'est vrai qu'après 20 minutes de course, on arrive presque à ne pas penser pendant 2 minutes. C'est plus simple aussi. Certainement qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, on utilise le corps, la respiration, pour aller rencontrer en fait ces énergies subtiles, ces perceptions fines qu'on a. Et ce qu'on veut, c'est vraiment travailler avec cet esprit, comme tu disais, il part dans tous les sens. C'est un singe fou. Imagine qu'on l'invite ici, il commencerait un singe à déchirer les rideaux, à sortir les ballons, à je ne sais quoi. En fait, il nous cause beaucoup de travail. Puis c'est vrai que ça aide, je vois aussi, je découvre vraiment le yoga et je vois qu'effectivement il y a quand même tout un enchaînement d'exercices à se rappeler, donc c'est aussi une manière de focaliser toute cette attention de ce singe fou, de lui dire maintenant tu t'occupes de te rappeler à quel moment on fait tel mouvement, à quel moment on respire, à quel moment on respire pas. Et ça, au niveau de la concentration, c'est génial aussi. Tout à fait. Ça veut dire qu'on essaye de générer ces qualités d'attention. Hein. Aujourd'hui, on parle à tort et à travers de pleine conscience. Ouais, voilà. Mais moi, je préférerais parler d'aujourd'hui de qualité d'attention. Ça veut dire de ramener l'attention au niveau des sensations, des perceptions qu'on a du corps. Et automatiquement, quand on cultive cette attention, on va générer de la concentration. Et puis ensuite, suite à ça... Et en plus dans le mouvement. C'est ça avec qui est le intéressant. mouvement. Voilà, tout à fait. Et puis, quand cette concentration, elle est bien là, on peut commencer à diriger en fait l'énergie, diriger la pensée là où on veut vraiment qu'elle soit. Ça veut dire que l'énergie, elle est dirigée là où elle est la pensée. Si maintenant je suis en train de parler avec toi et puis je la laisse aller sur, bon, c'est bientôt midi, qu'est-ce que je vais cuisiner à midi? Mince, faut que je passe à la micro, etc. Je suis complètement ailleurs. Bon, la caméra nous aide à pas le faire, hein. Un petit peu. Un petit peu. Mais aussi. on a tendance à l'oublier, elle est tellement petite. On a tendance à l'oublier, elle est tellement petite. Et donc voilà, justement, ça fait maintenant combien d'années que tu pratiques ce yoga? Je pense que ça fait 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans, et que tu l'enseignes? Et l'enseigner, ça fait moins, ça fait peut-être 3 ans. Voilà. Ouais. Et dans ton quotidien, vraiment, est-ce que tu perçois qu'est-ce que ça amène vraiment, justement, dans cette présence, dans ce ressenti? Bien sûr. Qu'est-ce qui a changé? Si tu peux en parler, c'est peut-être pas évident. Écoute, ce qui a changé de manière très très concrète, en fait, c'est que venant d'un cursus où j'ai travaillé pendant 5 ans dans une école d'art, très très proche avec l'inspiration, moi j'étais peut-être un peu flottante comme ça dans l'espace. Et j'ai toujours ce côté-là, hein. Mais d'être un peu flottante, c'est-à-dire d'être ici mais pas vraiment là. Et puis de vivre des choses mais pas vraiment les vivre, d'être toujours un peu entre deux. Et en fait cette pratique, je crois que vraiment au départ elle m'a aidée à revenir au corps, à m'ancrer de nouveau de manière beaucoup plus stable en fait sur ici maintenant, dans le corps, dans la matière, pour pouvoir de nouveau recontacter ces énergies subtiles, ce côté d'inspiration qu'il y a chez moi. Mais sans cette base solide, en fait, c'est plus dur à gérer. Ouais, et on reste totalement instable, en fait. Ouais. Donc cette pratique, elle m'a vraiment amenée à ça, à beaucoup plus de stabilité, d'ancrage à l'intérieur du corps. Ouais. Donc du coup, une autre intensité de vie aussi peut-être, non? Oui, bien sûr, une autre intensité, une autre qualité. C'est vrai que je suis maman aussi de 2 filles, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de clarté, beaucoup de stabilité aussi, hein, pour les guider sur le chemin, et ça m'aide. Effectivement, plus on a l'esprit clair, plus on peut avancer de manière peut-être sereine aussi, hein. Ouais. Je vais rebondir là-dessus d'ailleurs, parce que tu fais aussi du yoga pour les enfants. Ouais.
tout à fait. C'est un cours que j'ai ouvert où on travaille effectivement des mouvements de Lujong. On travaille avec des exercices pour cultiver l'attention. C'est plus simple qu'avec les adultes, l'attention. C'est différent. Le singe est de la même couleur. Écoute, le singe, il est beaucoup plus authentique avec les enfants. Parce que c'est direct. Ça veut dire que l'adulte, nous, on a appris à pouvoir s'asseoir, en apparence être calme, poli, posé, mais à l'intérieur, ça bouge. Ça peut être complètement désordonné. Tandis que l'enfant, en fait, il n'a pas ça. Donc c'est très direct. Si son esprit bouge, son corps, il bouge. Donc ces qualités, elles sont très authentiques. Ce qui fait que c'est pas facile, mais ça demande à être très très clair au niveau des mots, au niveau des explications, au niveau du langage, hein, au niveau de montrer les exercices. Et aussi ce que je me rends compte avec les enfants, c'est qu'ils ont besoin de comprendre en fait. Ah, pourquoi c'est si important d'apprendre à respirer? Parce que c'est un des éléments qu'on travaille finalement de base. Et quand ils commencent à comprendre que la respiration, elle peut les aider par exemple dans des moments difficiles de stress, alors là, ils sont d'accord de commencer à s'asseoir, de commencer à respirer, de commencer à faire l'expérience. Et ce qui est joli, c'est que quand ils commencent à toucher à des choses, à faire l'expérience, tout d'un coup, ils l'expriment. Et ils peuvent dire avec des mots très simples, « Ah ouais, mais en fait, là maintenant, je ressens plus de paix, ou j'ai plus d'équilibre, ou des choses très directes comme ça. » Ouais. C'est vrai que c'est une qualité que j'ai pu percevoir pendant cette heure de cours. C'est la manière dont tu arrives à exprimer les choses, vraiment expliciter. Pour moi qui était tout neuf, j'ai pas eu de difficulté, même sans avoir le regard posé sur toi constamment, à pouvoir suivre les mouvements. Donc ça c'est vraiment très agréable. Chaque mouvement est accompagné par ta parole. En plus tu as une super belle voix douce, donc c'est d'autant plus agréable. Et c'est vrai que c'est facile à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Et ça c'était, félicitations en tout cas. Ça t'a aidé, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Okay. Oui. Oui, vu que je connais, j'arrive un peu sur le... Tu débarquais ce matin, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était simple pour ça. D'accord, ouais. Donc alors tu fais ces cours, là on est en Valais toujours, là en ce moment on est à Martigny, c'est là où s'est produit ce cours ce matin. Mais sinon tu as d'autres endroits où tu pratiques? Oui, alors ces endroits c'est Sion, à Sierre et aussi à Vercorin. Donc c'est le lieu où j'habite. Et il y a eu quelques personnes, il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui sont venues vers moi et qui ont dit « Ok, ça nous intéresse ». Et puis je me suis dit « On va partager ». Et en fait, à Vercorin, ce qui me touche aussi, c'est que pendant la bonne saison, donc là on entre dans l'hiver, on est plutôt à l'intérieur dans une salle, mais dès que la neige commence à fondre, on ressort. Et là, on travaille dehors, dans la nature. Et ça, c'est vraiment des moments que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, on est au cœur des éléments pour travailler avec ces éléments qui nous font à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un dialogue entre la nature et le corps humain. Et traditionnellement, c'est un yoga qui se vit à l'extérieur ou à l'intérieur? Ou les deux? Les deux. Je veux dire, dans leur tradition, il faut bien penser que dans les monastères, il y a beaucoup de 200 ou 400 moines qui sont là, qui travaillent ensemble. Donc, il fait froid au Tibet. Hein. Je ne sais pas s'ils travaillent tout le temps dehors. Mais bien sûr, il y a des pratiques qui se travaillent dehors, comme par exemple le Tumo, où on travaille avec cette chaleur intérieure. Donc, retrouver ce soleil, c'est ça, hein? Retrouver ou apprendre à l'activer, en fait, à activer cette chaleur intérieure. Bien. Ouais. Et donc, pour trouver un petit peu ces informations, où c'est qu'on... Tu sais que tu es sur Terraspot, bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, je me souviens plus si tu as un site internet. Oui. Tu as un site internet aussi. Donc, c'est assez simple de te retrouver. C'est quoi ce site? Ce site, c'est tout simple, c'est romainebovier.ch. romainebovier.ch. Ouais. Voilà, il y a différentes choses que j'organise aussi et qui sont... Pour moi, c'est important aussi de partager.
Ça veut dire, bien sûr, il y a ces cours hebdomadaires, mais il y a aussi des liens, des contacts qui se font, des échanges. J'organise par exemple le samedi matin, une fois par mois, une rencontre à Sion où j'invite des personnes, comme par exemple là, il y avait un docteur en philosophie qui est venu samedi passé. Et c'est quelqu'un qui pratique beaucoup le bouddhisme zen et aussi le bouddhisme tibétain et qui a cette connaissance de la philosophie occidentale. Donc tout d'un coup, ça donne un éclairage sur certains textes ou certaines pratiques qui sont très enrichissantes. Donc c'est une forme de conférence? Oui, mais c'est toujours, si tu veux, pratique et théorie. Donc, il y a toujours cet aspect pratique, d'accord. Ouais. Chouette. Pour pouvoir faire l'expérience des choses, comme on parlait avant. Ouais. Et ça, tu le fais régulièrement, c'est vraiment une fois par mois que tu fais des personnes différentes qui viennent. Et c'est chaque fois une personne différente? Ouais. Ou qui reviennent. Par exemple, ce docteur en philosophie, là, il est en train de travailler sur un thème qui va nous prendre quelques années. Donc tu prévois à long terme aussi? Mais écoute, je pense que de toute façon, la vie, c'est une continuité. Hein. C'est jamais vraiment nouveau. Ce que tu as fait ce matin, c'est pas nouveau. C'est simplement des fois une porte d'entrée qui est différente et puis on l'apprend et puis on continue. Puis des fois, ce qui est riche dans ce genre d'expérience, c'est que on n'avait pas forcément vu la chose sous cet angle. Et tout d'un coup, ça peut apporter un éclairage. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ce matin, où j'ai eu comme l'impression que mon corps, il connaissait déjà ces mouvements-là. Ok. Vraiment comme si je retrouvais quelque chose que j'avais laissé il y a très très longtemps. Et que tout à coup, il y avait une dynamique qui faisait que... Et ce qui était marrant, c'est que c'était mélangé avec une joie intérieure. Voilà. Là, tu touches aussi un point sacré du Lujong. Bien sûr, on travaille sur ce corps physique. Hein. On veut vraiment renforcer le corps au niveau des muscles, au niveau de la tonicité, bien sûr. Sur le plan mental, en fait, on veut travailler sur l'espace émotionnel, de trouver plus de calme, de sérénité. C'est-à-dire, au lieu de repousser une émotion ou bien de l'enfouir à l'intérieur, on va la prendre et utiliser l'énergie de l'émotion pour pouvoir transformer. C'est ça l'idée. Puis après, sur le plan énergétique, c'est là qu'on touche à ce que tu parles. On veut vraiment cultiver, générer cette joie, ce bonheur à l'intérieur. Et ça touche vraiment des plans subtils à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Donc il y a vraiment ces trois aspects qui sont cultivés. Ouais. Et c'est une pratique, par exemple, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont envie simplement de bouger le corps. Donc, elles partent vraiment sur une idée physique. Voilà, et tout puis à fait. Les autres aspects, parfois, les rattrapent un petit peu. Exactement, consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça qui est tellement bienveillant dans cette pratique, parce que je pense que ce Lujong, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour véritable et authentique, qui naît de maîtres qui ont transmis de maître à élève, et cet amour, il est véhiculé. Et on peut vraiment ressentir cette bienveillance, cette liberté aussi, beaucoup de liberté. Oui, et puis c'est vrai que dans cette liberté, moi j'ai pas un corps non plus qui est super flexible, et c'est vrai que c'est quand même facile à le pratiquer, même si, j'ai senti mes propres limitations. Ouais. Mais en même temps, c'est pas grave du tout, parce que t'es pas en train de nous corriger et de dire non, attends. Enfin voilà, c'est très léger comme. Tout à fait. Je pense que le fait de le pratiquer régulièrement, peut-être tu vas corriger peut-être un peu plus. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai pas fait. Parce qu'il y avait la caméra. Parce qu'il y avait la caméra. Non, mais c'est vrai que on m'a fait la remarque, Romaine, tu corriges pas assez. Peut-être, mais si je vois que la personne qui travaille, en fait, elle va sur le chemin, c'est bon. Le chemin, il est juste. Alors, je la laisse aussi expérimenter pour justement aller à la rencontre d'elle-même. Parce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir cultiver ces espaces pour que les personnes, elles puissent gentiment entrer en contact avec leur nature profonde. Et pour entrer en contact avec la nature profonde, je crois il n'y a pas 1000 chemins, hein. C'est vraiment sentir, s'arrêter, être à l'intérieur. Comme tu dis, sentir ses propres limites, voir où on en est. Mais s'il y a tout le temps une personne extérieure ou des éléments extérieurs qui viennent nous alimenter, je ne pense pas que c'est possible de vraiment
entrer à l'intérieur de soi, peut-être. En tous les cas, pour moi, ça amène à un effet un petit peu castrateur. Parce qu'effectivement, souvent, on connaît nos propres limites. On n'a pas besoin d'un coup de bâton. En tout cas, je le vois, il y a tellement de paramètres. De mettre sa présence à un endroit, de respirer en même temps, de comprendre les mouvements, d'apprivoiser son corps. Et c'est vrai que finalement, moi j'apprécie beaucoup cet aspect bienveillant de laisser le temps au temps à chacun de s'installer dans son corps. Dans ce qui est. Et chaque jour, c'est tellement différent. Que le corps, il est le matin ou le soir, il est totalement différent aussi. Merci Romaine. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Écoute, il y a quelque chose qui me vient par rapport à cette période qu'on vit, une période assez forte comme ça émotionnellement. Et il y a une phrase en fait qui m'a touchée, qui vient d'un des textes très anciens du bouddhisme, qui s'appelle le Dhammapada. C'est un texte qui a plus de 2000 ans. Et dans ce texte, relativement au départ, dans un des versets, il est dit à peu près, je vais essayer de te dire avec les mots à peu près, que ce qui est l'ordre de la haine, c'est pas par la haine qu'on va pouvoir aller vers la paix, mais c'est vraiment par cette absence de haine qu'on va pouvoir aller vers la paix. Et il est dit dans le verset, cet axiome est vieux comme le monde. Donc, on se rend compte que ce texte, il a 2000 ans, mais que dans ce texte, on dit que cet axiome, il est vieux comme le monde. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien. Et que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment appelé à mettre ça en action. Et ce genre de cours, de méthodes, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on fait, qui est généré par des soins, etc. C'est vraiment à continuer à avoir confiance qu'en fait, cet amour, ce bonheur qu'on a à l'intérieur, il est toujours là. Peu importe les vagues de colère ou de haine qu'on peut générer, mais en fait, ces émotions-là, elles sont toujours à la surface. Mais que l'amour profond, il est toujours à l'intérieur. Et qu'on se doit aujourd'hui de vraiment se mettre en action dans ce sens. Pour laisser grandir en fait cette paix, simplement. Voilà. Merci. Merci Pascal. Effectivement, on est un petit peu dans ces événements de Paris, de ces attentats, et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'excitation, d'émotions autour de ça, et effectivement, je crois que comme tu dis, de retrouver ce centre, ça a beaucoup d'importance pour ne pas se laisser prendre dans cette folie aussi, qui est une folie, mais... Oui, tout à fait. Voilà. Bien, merci Romaine. Merci Pascal. Voilà, j'espère que ça t'a satisfait en tous les cas. Et puis, voilà, pour vous aussi, j'espère que c'était intéressant de suivre Romaine dans ses aventures qu'elle nous offre. Et vous savez que vous pouvez toujours m'appeler aussi si vous avez envie de vivre une vidéo avec moi, un interview. Je me déplacerai volontiers. Bien à vous, bien à nous. Merci, bonne journée. Merci Pascal.